Il est déjà 2h01 de Genève. Nous allons commencer officiellement donc ces rencontres. Bienvenue à tout le monde. Une fois de plus, je dis, je suis le docteur Alain Blesta-Sekout. Ensemble avec l'équipe OMS Scholar, nous vous souhaitons la bienvenue. À ceux-là qui viennent pour la première fois, on vous souhaite de vraiment participer. À ceux qui reviennent, on vous remercie de votre fidélité. Et aussi à ceux-là qui prennent le cours scolaire en ce moment. Voilà, on espère que cette séance va vous aider à décider si vous voulez utiliser cette directive qui est la vaccination au cours de la seconde année de vie pour développer votre plan. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Participez activement. Nous allons rapidement vous montrer les outils que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, vous êtes devant l'application Zoom. Il est important pour nous de revoir les bases. Beaucoup l'ont déjà fait. Vous avez une fenêtre chat. Nous vous encourageons à saisir la ville et le pays depuis lequel vous vous connectez. Comme ça, on pourra vous faire un coucou. Mais votre participation active est souhaitée et requise en termes de commentaires que vous pouvez faire au niveau de ce chat. Mais aussi, vous allez voir, il y a une fenêtre Q&A, question-réponse en fait. Vous pouvez aller là et poser votre question relative au sujet du jour. Je m'entends par là la vaccination au cours de la seconde année de vie uniquement. Vous posez votre question. Ou alors, si vous n'avez pas de questions, lisez les questions posées par les autres. Vous allez probablement trouver une question qui retient votre intérêt, auquel vous voulez que les experts répondent. Allez-y, utilisez le pouce levé pour voter. Et les questions qui auraient un certain nombre de votes vont être en priorité pour les réponses. Alors, donc... aussi, nous allons donc passer à ce Q&A. Vous l'avez en visuel maintenant. Donc, c'est cette petite fenêtre avec la lettre Q&A et vous appuyez dessus et vous pouvez saisir votre question ou alors utiliser le pouce levé pour voter une question que vous estimez pertinente pour vous et dont vous aimerez avoir la réponse. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du programme OMS Scholar, mais c'est quoi en fait? Depuis 2016, en fait, l'OMS, dans son souci de renforcer les capacités des professionnels de la vaccination et de la santé publique dans tous les pays du monde, donc offre ces cours donc qui sont les cours basés sur des directives innovatrices et nouvelles pour donc traduire donc, ces directives en action sur le terrain et qui intéressent les professionnels de la vaccination de tous les pays. Alors, depuis le début, nous avons déjà eu 7000 anglophones, 5000 francophones et à peu près 2500 hispanophones qui ont bénéficié de cette très, très grande et innovante expérience. Et c'est ainsi que plus de 2000 projets ont été développés à partir de ces cours et certains parmi eux, en ce moment où on parle, sont en pleine mise en œuvre sur le terrain et ces projets sont vraiment basés sur ces directives nouvelles de l'OMS. Et dans un concept s'est développé dans ce cours, c'est le concept d'accompagnateur. C'est quoi un accompagnateur? Eh bien, c'est un ancien scolaire qui a eu la certification après avoir suivi le cours et qui est resté dans la communauté. Il y a une communauté scolaire et pour ces cours et qui donne son appui de façon volontaire aux nouveaux qui arrivent pour les aider à réussir le cours. Le but étant de profiter vraiment des directives pour développer un plan d'action qui est capable de contribuer positivement à augmenter les couvertures vaccinales dans le pays où on travaille. Alors, donc, c'est vraiment face aux besoins que les pays ont que l'OMS a cette initiative. Nous vous encourageons vraiment à postuler quand vous voyez l'annonce. Alors, ces webinaires sont ouverts à tous les professionnels. C'est vrai qu'il y a aussi les scolaires, donc ceux qui font les cours qui sont dans la salle, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Nous vous encourageons à partager les liens à vos collègues pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Comme je l'ai dit, c'est la dernière d'une série de 4 webinaires aujourd'hui avec Joseph. Aujourd'hui, nous parlerons de la vaccination au cours de la seconde année de vie. Alors, nous vous encourageons aussi à utiliser les liens que vous voyez postés dans la fenêtre chat. Prenez ces liens. Il y a toutes les ressources sur la réduction des inégalités. C'est vraiment un sujet passionnant et actuel. Vous avez 4 nouvelles directives de l'OMS qui vous attendent. Vous devez prendre connaissance et les disséminer, les utiliser surtout pour améliorer les couvertures vaccinales là où vous travaillez selon votre contexte. Et à la fin, nous vous invitons à utiliser, quand vous aurez les ressources, le dernier lien pour remplir un petit questionnaire. En fait, ce questionnaire, c'est pour nous aider, nous, l'équipe, à toujours faire mieux, à améliorer ce que nous vous offrons pour les séances futures. Je vais m'arrêter là. Je souhaite un bon webinaire à tout le monde dans la salle. Tenez-vous bien au chaud. Je vais me tourner maintenant vers le docteur Joseph Bié de l'OMS. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais inviter le docteur Bié à partager son écran, à se présenter et à nous livrer le contenu de sa présentation aujourd'hui. Merci encore une fois de plus d'être là. Docteur Joseph.
La parole est à vous. Vous pouvez juste toucher votre micro pour l'ouvrir. Ok, merci beaucoup, hein, chers collègues. Merci surtout de la disponibilité que vous m'offrez et que j'ai aujourd'hui de partager avec vous l'expérience acquise par rapport à la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Je me présente d'abord, je suis docteur Joseph Vieille, je suis médecin de santé publique, je travaille à l'OMS, au bureau sous-régional qui est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, où je m'occupe principalement de la vaccination de routine, de l'introduction des nouveaux vaccins et de la surveillance des nouveaux vaccins. Cela fait près de 20 années que je suis avec l'OMS. Donc, encore une fois, merci beaucoup de cette opportunité qui m'est offerte. Alors, merci beaucoup, docteur Joseph. Merci beaucoup. Oui. À vous. Non, docteur Joseph, continuez. C'était pour vous remercier. OK. Donc, c'était pour dire qu'on a un petit sondage, en fait, et qu'on aimerait que vous participez activement. Voilà, le docteur Joseph va le présenter. La participation est requise. Vous allez avoir sur votre écran, donc, vous allez avoir donc sur votre écran donc les questions que nous vous invitons à répondre. Donc, il suffit donc d'aller sur votre écran et de voir les questions qui sont à l'écran et d'essayer de répondre en cliquant sur celle qui correspond à votre cas. Merci. Là, on voit que vraiment la plupart des participants ont compris. On est déjà à plus de 150 votes et on va laisser 1 minute et le docteur Joseph pourra donc commenter. Donc, nous vous encourageons à utiliser, donc, soit vous cliquez sur la réponse. La question, c'est à quel niveau du système de vaccination travaillez-vous principalement pour avoir une idée de qui est dans la salle, qui est dans l'audience. Donc, nous avons déjà environ 213 votes. Donc, nous allons peut-être arrêter maintenant. Nous vous encourageons à voter. Nous allons donc peut-être arrêter à 1 minute et permettre au docteur Joseph donc de voilà. Voilà, les résultats sont partagés. Docteur Joseph, la parole est à vous. OK, merci encore une fois, collègues. Je constate effectivement que tous les niveaux sont représentés. Et ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est qu'il y a des collègues de santé. Parce que je crois que c'est vraiment un encouragement. Et je les félicite, bien qu'ils soient encore minoritaires. Je comprends toutes les difficultés qu'il y a au niveau des structures sanitaires périphériques de pouvoir se connecter. Mais encore une fois, franchement, je félicite et encourage vivement tous ces collègues, surtout ceux de santé, à qui certainement je vais dédier cette présentation. Merci, docteur Joseph. Nous allons passer donc à la seconde question, comme c'est marqué ici. Donc, vous avez la question qui apparaît sur vos écrans de portable ou d'ordinateur qui demande dans quelle mesure connaissez-vous la vaccination au cours de la seconde année de vie, c'est-à-dire pendant la deuxième année, les 2 ans. Vous avez 3 options, ne connaît rien, connaît un peu, c'est-à-dire a entendu parler, ou alors connaît très bien. Nous sommes à 100 votes. Nous encourageons vraiment toute l'assistance à participer donc à ces votes pour permettre donc à Dr Joseph de voir un peu adresser donc sa présentation et ses propos à ceux-là qui sont dans la salle et selon le niveau d'implication dans la directive de la vaccination au cours de la seconde année de vie. Donc, nous avons déjà 220 votants. Alors, il nous reste plus que 10 secondes et nous allons arrêter le vote, s'il vous plaît. Nous vous encourageons massivement à le faire. Voilà, docteur Joseph, voilà les résultats de la question.
OK, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Effectivement, on constate que au moins la plupart a déjà entendu parler. Il y en a qui connaissent très bien. Mais on a encore quand même une proportion qui n'a encore jamais entendu parler de cette vaccination au cours de la deuxième année. C'est une bonne occasion que ces collègues soient là-bas et nous espérons qu'ils pourront apprendre quand même de cette séance. À vous. Merci beaucoup, docteur. Nous allons rapidement passer à la troisième question. Voilà, nous allons lancer donc la troisième question. Cette question dit, avez-vous une expérience de la vaccination pendant la seconde année de vie? Voilà, le sondage est lancé. S'il vous plaît, nous vous encourageons à voter massivement. Voilà, nous sommes déjà à plus de presque 200 votes. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation active. Toute l'assistance a compris donc l'intérêt de ces petits sondages. Hein, et ça fait plaisir de voir que bientôt nous allons même peut-être atteindre les 300 votants. Voilà, donc nous allons donc arrêter le pool et permettre au docteur Joseph de partager avec nous ses commentaires sur les résultats. OK. Le constat, il est assez frappant. C'est qu'à peine 15% ont une expérience solide dans la vaccination au cours de la deuxième année de vie, avec le fait que 34% n'ont pas d'expérience du tout. Cela nous interpelle et nous pensons qu'il est vraiment de notre devoir de mettre tout en œuvre pour que les 34% et les 51% arrivent au même niveau que nos collègues qui ont déjà une solide expérience. Étant donné que c'est vraiment une nécessité et une urgence pour tous nos programmes. À vous. Merci beaucoup pour vos commentaires, Dr Joseph. Nous sommes honorés. Nous allons rapidement lancer le sondage pour la dernière de la série de 4 questions. Cette question, elle est de savoir quelle est la cible du PEV dans votre pays. Voilà, nous voyons que nous avons alors les participants votent massivement. Voilà, et c'est une bonne chose de savoir. Les réponses, c'est soit des naissances vivant de 0 à 12 mois, soit la cible de 0 à 5 ans. Voilà, ça fait plaisir d'arriver à temps dans ce webinaire. On peut participer à ce sondage qui est très intéressant. Étant donné que nous avons vraiment beaucoup à voir ensemble avec le docteur Joseph, donc nous allons dans 2 ou 3 secondes arrêter dans le sondage pour permettre au docteur Joseph de donner son commentaire sur le sondage. Docteur Joseph, les résultats sont à vous. Alors, merci beaucoup. Hein. Cette question, c'était vraiment pour voir un peu la situation dans les différents pays. Le constat, il est clair de la manière que nous l'attendions. Dans la plupart des pays, c'est la cible que nous avons toujours eu habituellement dans les programmes, c'est-à-dire les enfants jusqu'à 12 mois. Mais je constate aussi, effectivement, qu'il y a certains pays, en fait, 21% quand même, qui ont mentionné de 0 à 5 ans. Nous allons effectivement discuter de cela au cours de cette séance. Mais je pense que c'est vraiment une question qui devra peut-être certainement faire l'objet de pas mal d'échanges, de discussions, mais aussi quand même de partage d'expériences. J'aimerais peut-être comprendre les expériences des collègues qui ont mentionné de 0 à 5 ans, comment ça se passe dans leur pays. Donc voilà un peu, encore une fois, merci d'avoir répondu à ces questions. À vous. Merci, docteur Joseph. Nous sommes tout oui, nous vous écoutons attentivement, le docteur. À vous. OK. Donc, comme dit, nous allons
échangé sur la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Le sondage qui a été fait a montré effectivement que tout le monde n'est pas informé de cette vaccination au cours de la deuxième année de vie et que encore un grand nombre n'a pas encore une expérience là-dessus. Par rapport à cette vaccination au cours de la deuxième année de vie, pour rappel, certains des collègues certainement ont eu à suivre le cours scolaire sur les stratégies et les pratiques mondiales de la vaccination systématique. Et dans ce cours, l'un des axes effectivement de renforcement du programme concerne le renforcement de la vaccination au cours de la vie, dans le sens que de plus en plus, on essaye de promouvoir le fait que la vaccination devra être considérée comme le bénéfice pour toutes les cibles en commençant par la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est un paradigme en fait nouveau qui est en train d'être introduit, que l'on voudrait que tout le monde puisse intégrer. Et par rapport à cela, il faudrait rappeler d'abord que c'est depuis 1974 que le PEV a commencé à être implémenté dans la plupart de nos pays. Mais le PEV, dans ses débuts, ne concernait que quelques antigènes. Dont notamment le BCG, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la polio. Mais d'année en année, on a vu que le système qui avait été conçu pour seulement quelques antigènes a commencé à prendre de l'ampleur, avec le fait qu'il était nécessaire qu'on offre tout le paquet et que toutes les composantes soient prises en œuvre pour qu'on puisse avoir un PEV très performant. Et c'est là justement que l'accent a été mis sur le fait de renforcer toutes les composantes pour qu'à 1 an, l'enfant qui était à l'époque considéré comme la cible essentielle du PEV puisse être vacciné. Et je crois que tous les pays, tous les programmes ont effectivement renforcé tous les domaines du programme, en commençant par la planification, les prestations de services, le renforcement des capacités, tout ce qui concerne la question des données, la communication et la logistique. Mais tout ce paquet était censé être mis ensemble pour que les enfants cibles du PEV, c'est-à-dire les enfants de 0 à 12 mois, puissent être vaccinés. Alors, c'est tout un long parcours, il faut le dire, hein, que le parcours de la vaccination. Au début, effectivement, il y a eu très peu de vaccins, mais de plus en plus, il y a des efforts qui se font pour que des vaccins nouveaux entrent dans le programme. Et je pense que tous nous sommes quand même conscients de cette situation avec l'arrivée de plus en plus dans nos programmes de nouveaux vaccins. Et ça, c'est vraiment l'évolution que le programme a de plus en plus pour ce moment. Et parlant ainsi donc de cette question de vaccination au cours de la vie, il faut revenir sur le fait que dans le programme, par le passé, nous avons beaucoup plus focalisé nos efforts sur le nouveau-né, ça c'est un, mais aussi sur les femmes enceintes. En dépit du fait qu'effectivement, la vaccination contre les tétanos, comme nous le disons habituellement, cible ou devrait cibler les femmes en âge de procréer. Mais
l'accent dans le programme est mis effectivement sur les femmes enceintes et les nouveau-nés. Mais cette notion de vaccination au cours de la deuxième année de vie, qui entre dans le cadre de cette compréhension globale de la vaccination tout au long de la vie, est de plus en plus privilégiée ces dernières années. L'OMS en a développé des directives et des guides et essaye de promouvoir ce concept en disant que maintenant, de plus en plus, il faudrait que le programme puisse considérer la deuxième année de vie comme une plateforme pour la vaccination. Ça, c'est de un, mais aussi comme une plateforme pour les autres interventions éventuellement. Alors, c'est vraiment un changement de paradigme, de philosophie et même, je dirais, de mentalité. Parce que le système tel qu'il était structuré jusque-là, il se fondait, comme je l'avais dit précédemment, autour de l'enfant jusqu'à 1 an. Maintenant, il s'agit d'intégrer dans ce système cet enfant de 2 ans qui, jusque-là, n'était pas pris en compte. Donc, et c'est pour ça qu'il y a vraiment un effort à faire, un effort conceptuel d'abord, un effort de réflexion, un effort de pensée pour intégrer cela dans notre logique habituelle, dans notre façon de faire et aussi dans nos pratiques. Et c'est vraiment ça le grand changement. Alors, quels sont les avantages? L'avantage de pouvoir considérer cette vaccination au cours de la deuxième année, c'est le fait qu'il y a, avec justement cette arrivée de nouveaux vaccins, la nécessité que certains vaccins qui, selon leur calendrier, doivent être donnés après 1 année, puissent effectivement être donnés dans nos programmes pour qu'on puisse améliorer la couverture et surtout le niveau d'immunité. Et de ces vaccins, nous avons le cas du vaccin contre la méningite, il y a la deuxième dose de la rougeole, mais aussi les rappels pour le vaccin DTC. Il y a dans certains pays déjà maintenant, le cas du Ghana chez nous, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le vaccin contre le paludisme qui aussi se donne à 2 ans. Donc, c'est lié d'abord à la nécessité de ces vaccins qui se donnent à la deuxième année de vie, qu'il est important maintenant de reconsidérer cette question de la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Et par rapport à cela, je pense que vous le voyez très bien, ça c'est un exemple de calendrier de vaccination dans un des pays. Et vous voyez dans ce calendrier qu'au-delà de 12 mois, il y a des vaccins qui reviennent. Il y a le cas du vaccin contre la méningite A, qui ici est donné à 18 mois. Il y a le cas du vaccin contre le paludisme, qui, pour le cas du Ghana, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, est donné à 24 mois, en plus des doses qui sont reçues à 6, 7 et 9 mois. C'est la même situation au Kenya. Le vaccin se donne à 24 mois. Et au Malawi, le vaccin se donne à 22 mois. Mais comme vous pouvez le voir, c'est des doses qui viennent après la première série de doses. Donc, c'est dire que de plus en plus, nos programmes seront appelés à pouvoir donner des vaccins au-delà de 12 mois, d'où cette nécessité de considérer vraiment la question liée à la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Ici, c'est un exemple du Ghana. Le Ghana est un des pays qui, dans la sous-région, a vraiment, de manière structurée, mis en place cette plateforme de la deuxième année de vaccination. Et ici, c'est un modèle d'algorithme que le Ghana a développé pour adresser la question de la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Et donc, c'est toute une réflexion, comme je le disais, systématique que le pays a eu à faire pour arriver à développer cet outil qui oriente les acteurs au niveau opérationnel. Juste par rapport un peu
aux défis. Vous voyez ici, c'est l'exemple au niveau un peu global des couvertures de la première et de la deuxième dose. Et en dépit du fait qu'on a plus ou moins cette couverture de 85% pour ce qui concerne la première dose, la situation pour ce qui concerne la deuxième dose n'est pas aussi réluisante. On est encore à 52%. D'où toute la problématique que cela pose de cette deuxième dose qui est donnée après la première année. Ça, c'est des couvertures des pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai pris le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie et le Ghana. Et c'est des pays qui ont les meilleures couvertures pour la plupart des antigènes dans notre sous-région. Mais comme vous pouvez le voir, malgré le fait que ces pays ont généralement de bonnes couvertures, vous allez voir pour ce qui concerne par exemple un pays comme la Gambie, la deuxième dose pose encore problème, en dépit du fait que ce pays a toujours été performant. Quand on prend le Burkina Faso, c'est aussi un peu la même situation. On voit qu'il y a un écart entre la première et la deuxième dose. Les abandons quand même sont d'un certain nombre. Mais on voit qu'au niveau du Ghana, qui est quand même un pays assez grand, grâce justement à ce travail qui a été fait, ils ont vraiment fait un effort pour réduire les abandons. Donc, ça signifie que le Ghana, en fait, a vraiment de manière structurée, méthodologique, abordé et mis en place cette question de la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Alors, sur le plan global, il y a au niveau de la région africaine environ 47 pays qui ont introduit dans leur programme cette vaccination au cours de la deuxième année de vie. Mais vous pouvez voir que dans certaines régions, on va même jusqu'à 100% des pays. Donc, en fait, c'est pour dire que la région africaine est encore à la traîne et il y a des efforts à faire pour que cette vaccination au cours de la deuxième année de vie soit vraiment intégrée. Un autre avantage de cette vaccination au cours de la deuxième année de vie, c'est que cette vaccination permet d'améliorer les couvertures pour les antigènes qui sont censés être donnés au cours de la première année de vie. Et ça, c'est une philosophie, une conception que nos programmes devraient absolument intégrer, surtout dans les pays qui ont encore des couvertures faibles. Et je dois le dire, dans beaucoup de pays, les couvertures sont encore faibles. Et je pense que nous devrions intégrer un peu cette composante pour que nous puissions améliorer les couvertures vaccinales. Alors, par rapport à cela, bien sûr, dans ce cadre-là, il y a les directives que l'OMS a mises en place qui concernent les occasions manquées de vaccination, pour lesquelles, effectivement, il faudrait que la plupart de nos programmes puissent les considérer et absolument les mettre en pratique. Et on voit ici qu'il est possible de donner presque la plupart des vaccins au-delà de la première année. Ça signifie qu'un enfant, en principe, qui vient au-delà de sa première année, qui n'a pas reçu un vaccin, devrait absolument en bénéficier. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Certains pays, effectivement, ont mis des exceptions pour ce qui concerne le vaccin Rota, en dépit du fait que l'OMS a recommandé de ne pas mettre des exceptions. Le vaccin contre l'hépatite B qui se donne à la naissance, bien sûr, il est de plus en plus recommandé qu'on fasse tout pour que ce vaccin se donne dans les 24 heures, donc après la naissance. Mais là, pour la plupart des vaccins, il est vraiment recommandé qu'un enfant qui a manqué ces vaccinations au cours de la première année puisse en bénéficier. Alors, encore une fois, voici l'exemple du Ghana. Le Ghana, dans le cadre de la mise en place de cette vaccination au cours de la deuxième année de vie, a élaboré ce qu'ils appellent le calendrier de rattrapage.
Et par rapport à ce calendrier de rattrapage, il est en anglais, bien sûr, mais je pense que le message peut être compris, c'est que pour le Ghana, de manière officielle, la cible va jusqu'à 5 ans. Ils ont sorti cette instruction qui recommande que les enfants jusqu'à 5 ans soient vaccinés. Et c'est une instruction qui figure dans leur document technique, le guide technique de la vaccination du pays, et c'est effectivement mis en œuvre. Alors, quel avantage cela donne? Comme vous pouvez le voir, il a été démontré que le fait de mettre en place cette vaccination au cours de la 2e année de vie peut améliorer sensiblement les couvertures des antigènes qui sont censés être donnés à la 1re année de vie. Et on voit ici, on passe de 54 à 80%, on passe de 65 à 74%. Donc, c'est vraiment une approche qui donne des résultats quand cela est mis en place. L'autre avantage qu'il y a avec cette vaccination au cours de la 2e année de vie, c'est la possibilité effectivement d'intégrer la vaccination avec d'autres interventions. Et par rapport à cela, l'OMS a aussi développé un guide d'orientation pour les pays où justement il est recommandé des interventions à pouvoir intégrer avec la vaccination au cours de la 2e année de vie. Par rapport à ces interventions, comme tous nous le savons, il y a les interventions de nutrition avec le suivi de la croissance des enfants. Il y a des interventions liées au paludisme. Il y a des interventions dans certains pays liées au déparasitage, à l'hygiène et à l'assainissement et aussi à l'éducation pour la santé. Mais donc, cette plateforme, ce n'est pas seulement pour la vaccination, mais c'est aussi vraiment pour promouvoir l'intégration avec d'autres interventions, comme je le disais, le cadre de la nutrition, le suivi de la croissance. De plus en plus, on constate que c'est négligé. Mais si les programmes se mettent ensemble, travaillent ensemble, ça devrait renforcer et la vaccination et les interventions de nutrition comme des autres programmes. Alors, pour cela, il y a quand même des défis. Hein, et je crois que ça, c'est très, très important qu'on puisse le noter. C'est d'abord le personnel, nous-mêmes, le personnel de santé. Il faudrait que ce paradigme-là, cette philosophie change en nous-mêmes. Et bien sûr, il faut d'abord être sensibilisé, ça c'est nécessaire. Deuxièmement, il faut être formé. Il faut que les gens soient formés. On a vu l'exemple du Ghana, ils ont mis en place des outils qui ont été utilisés lors des formations et que les centres de santé continuent à utiliser. Ça, c'est de un. Deuxièmement, la question des occasions manquées, comme je l'ai dit précédemment, devrait être intégrée. Il y a aussi parfois, je comprends un peu les craintes et tout, des préoccupations du genre gaspillage. Est-ce que les vaccins, la quantité de vaccins, est-ce que ça va permettre que je puisse aller au-delà? Pour le cas du Ghana, le Ghana, ils ont donné leur situation et le constat qui a été fait, c'est qu'avec cette politique, la cible qu'ils vaccinent même après une année, ça ne dépasse pas les 10% de la cible totale. En fait, le programme est très performant, de sorte que ce n'est pas grand-chose. Mais pour les autres pays qui reçoivent les vaccins, qui ne vaccinent pas tous les enfants, mais ce sont ces vaccins qui restent dans les centres de santé qui devraient servir d'abord pour vacciner ces enfants qui n'ont pas été récupérés, puisque ce sont les doses destinées à ces enfants. Et donc, je pense que la question autour des stocks de vaccins, c'est une question qui, a priori, devrait être abordée avec le fait que dans les pays
qui ne vaccinent pas tous les enfants, il y a des stocks d'abord de vaccins qui restent. Ça, c'est un, et ces stocks devraient être utilisés. Et donc, ça ne devrait pas être un frein à la vaccination au cours de la deuxième année de vie. L'autre problème, bien sûr, c'est le système de gestion des données. Une fois qu'on adopte cette pratique, il faudrait comprendre que, comme on introduit un nouveau vaccin, il y a tout un travail à faire par rapport à l'enregistrement, à la gestion des données par rapport aux outils. Je crois que ça, c'est critique. Mais aussi, et là, c'est encore important, la politique vaccinale du pays. Et ça doit être bien défini. Et je pense que j'ai montré l'exemple du Ghana, où c'est clairement stipulé qu'il faudrait vacciner les enfants au-delà d'une année. Bien sûr, il y aura peut-être une charge de travail, mais franchement, quand on voit les avantages que cela a, nous pensons que c'est des vies qui sont sauvées et nous sommes là en tant que responsables pour permettre que les enfants de l'Afrique puissent améliorer leur état de santé. Bien sûr, il y a aussi tout un travail à faire au niveau communautaire parce que les maires, c'est des années durant, on leur a appris que la vaccination, c'était pour les petits-enfants. Et c'est des années durant qu'on a inculqué cette mentalité. Et il est donc nécessaire maintenant de pouvoir changer cette mentalité. Bien sûr, ce n'est pas en quelques années. Il faudra vraiment tout un travail de sensibilisation des maires, de sensibilisation de communautés qui est nécessaire. Bon, il y a peut-être quelques hésitations parce que l'enfant est un peu plus grand, c'est vrai, mais vraiment le travail à faire, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les parents, les communautés, toutes les parties prenantes pour intégrer, comme nous-mêmes, personnels de santé, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle politique en matière de vaccination. Mais pour cela, de manière concrète, il faudrait d'abord réfléchir à la politique même de notre programme. Il faudrait mettre en place des mécanismes de suivi pour s'assurer que les enfants sont bien suivis, que les documents sont bien tenus et que tout le monde est formé par rapport à ça. Bien sûr, suivre les stocks de vaccins, mais avec le fait effectivement que dans la plupart de nos pays, il y a encore pas mal de gaspillage de vaccins. Et il est nécessaire quand même de pouvoir bien suivre la question de nos stocks de vaccins. Bon, bien sûr, la demande, il faut travailler là-dessus, comme je l'ai dit précédemment, avec le fait que vraiment c'est changer de paradigme au niveau de communauté et au niveau de nos maires. Alors, dans le cadre du Ghana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel travail le Ghana a fait? Le Ghana, avant de commencer le processus, ils ont d'abord fait une enquête de base pour évaluer la situation. Et c'est après cette enquête, au vu des résultats, qu'ils ont élaboré des directives. Et je vous ai montré l'exemple de leurs directives. Ils ont élaboré des directives et ils ont mis en place des outils. Et avec ça, ils ont formé le personnel et ils ont mis en place vraiment une sensibilisation autour de cette prestation. Bien sûr, ils ont renforcé la supervision une fois que cela a été mis en œuvre pour s'assurer que effectivement les instructions qui avaient été données lors de la formation sont effectivement mises en œuvre. Mais aussi, ils ont essayé de travailler surtout en milieu urbain avec les structures préscolaires. Parce qu'en milieu urbain, les gens sont d'un certain niveau. Il y en a qui vont laisser les enfants dans des écoles maternelles, en fait, des crèches, et ils travaillent en collaboration pour s'assurer que les enfants qui accèdent à ces écoles sont effectivement
prise en charge par rapport à leur vaccination. Mais ils en ont profité aussi pour intégrer d'autres services, mais aussi pour renforcer leur surveillance. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple du Ghana. Et dans le cadre d'intégration, ils ont intégré avec le suivi de la croissance, avec la distribution de moustiquaires imprégnés. Donc, voilà un peu l'exemple du Ghana que je voulais partager réellement avec vous. Alors, les guides, l'OMS a vraiment élaboré des directives qui sont dans les 3 langues principales, le français, l'anglais et le portugais, et qui sont accessibles sur le site. Et je crois que la plupart d'entre vous, certainement, vous avez eu à voir ces images qui concernent la vaccination au cours de la 2e année de vie. Donc, en dehors de cela, il y a aussi d'autres documents, des références que l'OMS a mis à la disposition, que vous pouvez toujours consulter comme vous pouvez le voir. Alors, il y a peut-être juste de rappeler les sections clés de ces documents ou de ces directives que l'OMS a mises en place. C'est d'abord la question de la politique, de la planification. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question qui est essentielle. C'est-à-dire, pour mettre en place cette vaccination au cours de la 2e année de vie, il est nécessaire d'abord de réfléchir sur le plan politique, la politique de la vaccination dans le pays, et de planifier ce processus et cette activité. Il est nécessaire, il faut d'abord changer la politique, bien planifier cela, et c'est important. Et c'est pour ça que dans les directives, un gros a été mis sur ça. L'autre aspect, c'est la collecte, la communication et l'utilisation des données. C'est tout à fait normal, c'est très, très important de bien suivre cela. L'implication des communautés, je l'ai dit, c'est essentiel et je pense que c'est vraiment des aspects à considérer. Et là, effectivement, il est important de renforcer un peu ce contact avec les familles pour ce qui concerne cette vaccination au cours de la 2e année. Ça, c'est un exemple de quelques outils que vous pouvez trouver dans les différents documents, mais effectivement, dans le cas du Ghana, ils ont dû adapter ces outils et c'est ce que la plupart des pays devraient absolument faire. Donc, voilà un peu brièvement le point par rapport à cette vaccination au cours de la 2e année de vie. Mais il faut que je rappelle qu'il y a assez de documents pour renforcer les capacités et je pense que certains des collègues ont eu bien sûr à suivre l'une ou l'autre de ces formations, dont notamment le cours scolaire en cours. Donc, en résumé, il faut dire que nos programmes ont évolué et la situation de la vaccination a évolué. Et nous devrions intégrer ce concept absolu de plateforme de 2e année de la vaccination, étant donné que certains des vaccins nécessitent l'administration après une année, mais aussi et surtout pour les pays qui ont des couvertures assez faibles, c'est un moyen de renforcer les performances des couvertures des antigènes qui sont donnés à la 1e année, mais aussi la possibilité, c'est là que nous devrions travailler avec les autres programmes pour que nous puissions intégrer les activités. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en conclusion par rapport à cette vaccination au cours de la 2e année de vie. Je pense que j'ai essayé vraiment de partager l'expérience du Ghana, qui est vraiment une expérience qui, dans la sous-région, mérite d'être partagée et qui peut aider aussi les autres pays. Mais bien sûr, certainement qu'il y a des pays en dehors de l'Afrique de l'Ouest qui mettent en œuvre cette vaccination. Mais encore une fois, c'est un travail qui reste à parfaire et qui nous interpelle tous. Encore une fois, merci. À vous.
Merci beaucoup, docteur Joseph, pour cette brillante et très intéressante prestation, cette présentation donc, sur ce sujet d'actualité qui est donc la vaccination au cours de la seconde année de vie. On a eu beaucoup de commentaires dans les chats. Merci à tous pour la participation. Nous allons nous tourner maintenant vers les questions des participants. Docteur Joseph, nous avons environ 3 questions qui ont on va dire 3 quand même, qui ont atteint le quota de 20 votes, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'intéresser le plus grand nombre de participants. Nous avons en première question Gilles Saint-François, voilà, qui vous demande comme ça, est-il possible de reprendre tous les vaccins pour un enfant de plus de 2 ans qui n'a jamais été vacciné? Si oui, à quel intervalle de temps? Docteur Joseph. OK. En fait, dans une des slides que j'ai présentées, il est clairement dit qu'un enfant qui n'a pas été vacciné, il faut le revacciner pour tous les antigènes. Il faut le vacciner pour tous les antigènes, mais simplement en respectant les intervalles que nous connaissons habituellement, qui sont de 4 semaines. Néanmoins, il y a certains vaccins, par exemple le RTSS, le vaccin contre la malaria. Le vaccin contre la malaria, pour la première série, a des intervalles habituels. Et pour la deuxième série, après une année, il y a des intervalles qui changent. Mais le principe, c'est qu'un enfant qui n'a pas été vacciné, qui a plus d'une année, qui vient à la structure de santé, vous reprenez cet enfant, vous le revaccinez. D'accord. Merci, docteur Joseph. Je ne sais pas si Gilles Saint-François est dans la salle, mais en attendant de le voir, nous allons vous tourner vers la deuxième question qui est de Dieudonné Kichinja, qui demande quel est l'avantage de vacciner contre la rougeole au cours de la deuxième année. Je suis un enfant qui a reçu sa dose de routine à 9 mois et au moins une dose supplémentaire en cas d'AVS. Quel est l'avantage, docteur Joseph? OK. En fait, le principe de la vaccination, des vaccinations subséquentes, c'est-à-dire un enfant qui a été vacciné, pourquoi on doit le revacciner? C'est tout le principe de l'immunologie avec le fait des doses, comme on le dit, de rappel, le booster dose. En fait, quand on vaccine la personne pour une première dose, l'organisme induit une immunité. Et de sorte qu'il y a une mémoire en cette personne qui reste. De sorte que quand vous revaccinez cette personne pour une deuxième fois, la réponse immunitaire est plus forte. Et c'est ça tout le principe des rappels de vaccination. Et c'est en cela qu'il est vraiment important de considérer ces doses de rappel. Dans le cas présent de notre collègue qui dit que l'enfant a reçu sa première dose, a reçu une dose pendant la campagne, le principe de la vaccination de la deuxième dose, c'est que la campagne de vaccination, si elle a été faite, généralement, je m'excuse, il est difficile dans certains pays quand même de pouvoir faire le tracking de cette vaccination. Et de sorte que dans les pays qui introduisent cette deuxième dose, on ne s'est même pas à demander est-ce que il y avait une campagne, est-ce que tu as été vacciné? Non, c'est la deuxième dose, l'enfant est venu, on lui donne sa deuxième dose, indépendamment du fait des campagnes qui sont organisées. Donc, voilà un peu ce qui est recommandé, c'est effectivement de vacciner avec sa deuxième dose, étant donné surtout que le principe de vaccination lors des campagnes, il y a quand même quelques difficultés de documentation. À vous. Merci beaucoup, docteur Joseph. Nous allons nous tourner vers la question de Jacques Massungu Ilunga qui nous demande, nous avons énormément de problèmes avec la première année de la vie. Pensez-vous
qu'avec nos politiques sanitaires faibles dans nos pays africains qui attendent beaucoup des PTF, je ne sais pas la PTF, on peut mettre facilement cette stratégie? Alors, je pense que ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que nous devrions, pour ce que nous sommes censés faire, et bien le faire, nous ne le faisons pas bien, est-ce que ça vaut encore la peine de chercher à ajouter du travail en plus pour nous ajouter des difficultés? Je crois que c'est une question qui est très intéressante. Mais considérons cette question sur le plan du bienfait de l'enfant. C'est-à-dire, c'est vrai, le programme, il est faible. Les enfants jusqu'à 1 année, on vaccine peut-être, disons, jusqu'à 60%. Il y a 40% d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit continuer? Parce que pour arriver à 100% d'enfants qui sont vaccinés, avec un système qui est très faible, ça demande du temps pour le renforcer. Mais dans l'entretemps, il est presque sûr que cet enfant qui a échappé à 1 année, pour des raisons quelconques, va fréquenter une structure sanitaire, soit pour le palu ou pour, je ne sais pas, une infection respiratoire. Et donc, on ne perd rien parce que l'enfant de lui-même d'abord viendra. Et donc, je pense que dans ces pays, au-delà du fait qu'il y ait peut-être une politique de vaccination au cours de la 2e année de vie, dans le sens qu'il faut donner la 2e dose d'un vaccin quelconque ou la dose de rappel, mais déjà dans un tel pays, on doit essayer de réfléchir sur comment faire les rattrapages. Et je pense que ça, c'est d'abord l'une des démarches. Parce que si on ne peut pas vacciner l'enfant à 1 an, mais on doit au moins le rattraper. Et c'est la réflexion qui doit être conduite dans ce pays pour dire comment on va faire pour que ces enfants que nous n'avons pas vaccinés à 1 année, on puisse les récupérer quelque part. Et certains pays, effectivement, organisent des rattrapages. Mais ce n'est pas de manière intégrée dans le cadre de la politique de la vaccination à la 2e année de vie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire et donner comme conseil. C'est effectivement, c'est difficile dans la situation de ces pays, mais aussi, il est possible de faire quelque chose, ne fût-ce que pour rattraper les enfants qu'on n'a pas pu vacciner à 1 année. À vous. Merci beaucoup, Dr. Joseph. J'espère que Jacques a eu sa réponse. Merci pour vos explications. On a une dernière question avant de passer peut-être à l'assistance. Inviter ceux-là qui ont une expérience pratique dans leur pays, comme on a vu qu'il y avait au moins 47 pays en Afrique, dans la région afro de l'OMS, qui avaient donc cette expérience de la vaccination au cours de la 2e année de vie. Il serait intéressant pour nous que quelqu'un qui est dans un de ces pays dans l'assistance partage avec nous cette expérience. Mais en attendant d'en arriver, nous vous invitons donc à lever la main pour ceux-là qui ont cette expérience. Nous allons inviter le docteur Joseph à répondre peut-être à une question qui n'a pas eu les 20 voix, mais qui en a eu 17. C'est celle de Sidiki Amadou Guindo qui demande quel est l'âge idéal pour l'introduction de la 2e dose de rougeole. Docteur Joseph. Par rapport à la 2e dose de rougeole, je crois que l'idéal, effectivement, c'est de l'introduire après la 1re dose, qui, pour la plupart des pays, se donne à 9 mois. Mais c'est surtout de respecter l'intervalle. C'est surtout de respecter l'intervalle qui doit être au minimum de 4 semaines. Alors, le principe, c'est que le moment de réponse immunitaire ou l'ampleur des réponses immunitaires dépend aussi de la période à laquelle l'organisme réagit, c'est-à-dire quand vous vaccinez un enfant, l'enfant développe son immunité,
mais à un moment, cette immunité se perd. Et c'est le moment idéal pour renforcer cette immunité qui se perd. Et par rapport à ce qui concerne la deuxième dose de la rougeole, généralement, la recommandation, c'est de voir entre 11 et 18 mois, mais avec le fait que dans la plupart des pays, au niveau de la sous-région en tout cas, ils vont de plus en plus vers 18 mois par rapport à cette dose, qui correspond parfois aussi dans certains pays au moment que l'enfant commence à fréquenter. Et donc, c'est un peu lié aussi à cette facilité opérationnelle que cette recommandation a été faite. Mais effectivement, le minimum, c'est de respecter l'intervalle qui doit être au moins d'1 mois entre les deux doses. Mais comme je l'ai dit, sur le plan un peu opérationnel, c'était de voir quand est-ce que l'enfant reprend l'école, on peut accéder facilement pour qu'il puisse bénéficier de cette deuxième dose. À vous. Merci infiniment, Dr Joseph. J'espère que Sidiki a eu sa réponse. Dr Joseph, nous sommes à 4 minutes. On va vous inviter peut-être maintenant à écouter un participant vraiment qui a cette expérience. Nous aimerons vraiment le faire. On a plusieurs mains levées vraiment qui traduisent donc l'intérêt de votre présentation pour nous, les professionnels de la vaccination. Nous allons inviter l'un de ceux-là qui ont l'expérience avec donc cette vaccination. Je vois qu'il y a plusieurs même, on va voir si Nicolas Kenderbergo peut nous entendre. Nicolas, bon après-midi. Est-ce que vous nous entendez? Oui, merci. Bonjour Alain Blaise. Oui, Nicolas, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous présenter, vu les temps qui nous sont impartis, nous présenter l'expérience que vous avez au Burkina de donc, la vaccination dans la seconde année de vie? Merci. Ok, merci beaucoup Alain Blaise et merci beaucoup à Dr Joseph pour sa brillante présentation. Et je pense qu'au Burkina Faso, l'introduction de la deuxième année de vie de vaccination a été déjà faite. Et c'est parti par le principe par le constat que nous avons remarqué que les enfants insuffisamment vaccinés concernaient effectivement la tranche d'âge supérieure à 12 mois. Voilà, donc, et comme les présentations du Dr Joseph aussi l'a si bien dit, c'est-à-dire que quand on compare les couvertures vaccinales inférieures à 1 an par rapport et supérieures à 1 an, on constate effectivement que les couvertures vaccinales des antigènes comme le MEN-A et le RR2 sont effectivement faibles. Voilà, et que ce sont ces 2 antigènes aussi qui concernent les enfants de la deuxième année de vie. Et rapidement, je pense qu'il y avait des plans d'action qui avaient été qui avaient été élaborés à cet effet, où il fallait initier des activités vraiment qui allaient permettre de rattraper ces enfants insuffisamment vaccinés ou les enfants qui n'étaient même pas vaccinés et qui avaient effectivement cette tranche d'âge-là. Et ça consistait vraiment à organiser des activités comme le PEV accéléré et comme des journées de vaccination concernant la deuxième année de vie, voilà, qui regroupaient les enfants de 0 à 5 ans. À 5 ans, où il fallait vérifier et rattraper les enfants qui avaient moins d'1 an, qui n'étaient pas à jour de leur calendrier vaccinal, et vérifier aussi les enfants qui avaient plus de 2 ans, ou bien qui étaient toujours dans la tranche d'âge 0 à 23 mois et qui n'avaient pas encore reçu aussi leur seconde dose de RR2 ou bien leur première dose de MEN-A. Donc, ces activités, je pense que la dernière activité menée, c'était dans le mois de juillet du moins, dans le mois de juillet, où nous avons organisé des campagnes de vaccination accélérées pour pouvoir rattraper les enfants au cours de la deuxième année de vie. Voilà, voici en résumé ce que j'avais à présenter. Merci.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cette brillante, ce partage d'expérience avec nous. Je vais me tourner vers le docteur Joseph. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette extraordinaire séance. Docteur Joseph, vos commentaires par rapport à la présentation de Nicolas. Merci, Nicolas. Non, en tout cas, vraiment, c'est une bonne initiative. C'est vraiment l'exemple d'un pays qui veut faire quelque chose. Et ça, tous les pays peuvent le faire. Et vraiment, nous encourageons tous les pays à pouvoir un peu suivre ces exemples. Bien sûr, chaque pays devra voir un peu d'après son contexte, mais il faut vraiment de plus en plus essayer de penser comment intégrer l'une ou l'autre composante de cette approche. À vous. Mais une fois encore, merci au beaucoup. Voilà, merci docteur Joseph, vraiment c'est édifiant, merci pour tous ces commentaires, cette présentation, il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Docteur Joseph, avant que vous nous clôturez dans cette séance, nous allons vous demander de faire un clin d'œil à ces scolaires qui sont dans la salle, qui ont pour objectif dans quelques semaines de développer un projet, donc d'élaborer un projet utilisant donc cette directive de l'OMS innovante pour essayer d'adresser les inégalités et augmenter la couverture vaccinale dans leur pays. Quel est le conseil que vous pouvez comme ça donner à ces scolaires-là? Bon, je pense que le conseil d'abord, c'est de comprendre que nous devons changer en nous-mêmes d'abord. Hein? Nous devons d'abord en nous-mêmes changer de philosophie, de manière de penser. Et il est possible, à quelque niveau que l'on soit, de faire quelque chose. Même dans un centre de santé, il est possible que moi, si je suis infirmier, j'ai des doses de vaccins qui sont restées. Bon, bien sûr que je vois ma population cible, j'organise quelques rattrapages. Mais bon, je crois que vraiment le conseil, c'est que nous devons changer d'abord notre philosophie, notre manière de voir les choses et aussi travailler ensemble, bien sûr, si on veut vraiment que cela soit mis en pratique de manière efficace, travailler ensemble avec le PEF pour qu'on puisse aborder cette question. À vous. Merci infiniment, docteur Joseph. C'était impressionnant. Nous avons retenu ça, l'approche par des politiques, des formations comme celle que nous faisons avec les cours scolaires, cette formation offerte par l'OMS, les données, la gestion des données, la communication et bien d'autres aspects que vous avez mentionnés. C'était très intéressant. Je vais maintenant me faire fort avec de la peine au cœur, de vous remercier vraiment de nous avoir entretenus. C'était très intéressant, les participants aussi pour leur active participation. Et je vais remercier toute l'assistance et leur dire que nous vous donnons peut-être rendez-vous pour des prochains webinaires sur le sujet sur les inégalités. Donc, restez à l'écoute. C'était la 4e série. Vous avez les ressources qui ont été partagées. S'il vous plaît, consultez-les. Elles sont riches. Ces nouvelles directives innovantes vont nous permettre de vraiment réduire ces inégalités et d'augmenter la couverture vaccinale. Sur ce, je remercie encore une fois de plus l'expert sujet du jour, Dr Joseph, pour sa grande disponibilité et pour sa brillante présentation. Et j'espère que les scolaires dans la salle qui font le cours vont utiliser vraiment cela pour élaborer un projet qui va vraiment donner un impact positif à la vaccination, là où ils travaillent, que ce soit le district, la région ou le pays. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous saluons. Bon après-midi, bonne soirée ou bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ce fut un plaisir de faciliter cette rencontre. Au revoir à tout le monde.